Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Rachid va nous faire une conférence sur le thème de la cysticercose. Bonjour, vous pouvez commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et je vois pas les présences, mais je suppose que vous êtes là. Euh, Aïcha, c'est pas possible de savoir qui est là, qui n'est pas là, ou... Et bon, là maintenant, on a un groupe de personnes, mais ils n'ont pas leur caméra. Et il y a d'autres qui viennent, je pense parce qu'ils ne mettent pas leur caméra en général, mais D'accord. je peux vous donner les informations après. OK. Très bien. Très bien. Alors, donc, on va parler de la cysticercose. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les gens qui écoutent qui me disent si vous en voyez de temps en temps ou vous n'en voyez pas de la cysticercose en Haïti? Est-ce que vous pouvez écrire si vous ne pouvez pas parler, s'il vous plaît? Donc, je leur demande d'écrire dans le chat s'ils voient ces cas-là. Et je pourrais lire pour vous. Et je pense que vous pouvez continuer. OK. Alors, je vais parler de la cysticercose aujourd'hui et je vais faire ça en 2 temps parce que c'est quand même un sujet assez long, assez complexe et qui a besoin aussi d'ajustements, je dirais, par rapport au plateau technique, au plateau technique en Haïti. Donc, je vais progresser, puis à 9h moins 10, j'arrêterai, je vous laisserai un 10 minutes pour les questions, puis après, on fera la suite la prochaine fois. Alors, n'hésitez pas à préparer les questions, il y aura un bon 10 minutes à la fin. Je n'ai pas envie qu'on finisse vite, puis on concentre plein de choses. On va prendre notre temps, on fera ça en deux parties. Alors, donc sur l'image, vous voyez ici un petit cysticerque qui fait environ, je dirais, 5 mm. Et à côté c'est le ténia que vous connaissez, ténia solium, par rapport à ténia saginata. Alors, une petite question, comment on attrape la cysticercose? Une réponse rapide, si possible. Et je vais leur demander d'écrire dans le chat les réponses. C'est un petit peu parfois difficile pour eux de communiquer avec le micro. C'est vrai? Ah ouais. Donc, si vous avez une réponse, écrivez et je pourrai la lire au fur et à mesure. D'accord. Parfait. N'hésitez pas, Aïcha, à m'interrompre s'il y a une réponse. Pas de problème. Okay. Alors, donc, on sait que l'épilepsie est un problème de santé important et grosso modo, la chance que quelqu'un fasse l'épilepsie dans la population générale, c'est d'environ 1%. On dit qu'il est 0,6% dans les pays développés et 1,5% en zone rurale de pays en voie de développement. Donc, le double de risque d'avoir de l'épilepsie. 3/4 des épilepsies ont lieu dans les pays en voie de développement, mais malheureusement, juste 94%, juste 6% sont traités et 94% ne sont pas traités. Donc, une grande partie de l'épilepsie n'est pas traitée. Et par rapport à la cysticercose, il y a quand même 1,7 à 3 millions de personnes qui font de l'épilepsie secondaire à la cysticercose. Donc, c'est vraiment la première cause d'épilepsie mondiale. Et puis, la cysticercose, même si elle ne cause pas toujours de l'épilepsie, c'est une maladie fréquente. On dit que la séroprévalence va jusqu'à 30% de la population et si on fait des scans
à toute la population, ce qu'on ne fait pas évidemment, mais si on fait une étude, puis il y a jusqu'à 10 à 20% qui ont un scan positif dans les zones endémiques, sans avoir eu nécessairement des manifestations. Et c'est un peu la même chose pour les autopsies. Souvent, on retrouve à l'autopsie, quand on fait des autopsies, on retrouve des cysticerques, soit dans le cerveau, soit ailleurs. Alors, il y a 50 millions qui sont infectés par le ténia, hein, et la cysticercose est associée à un décès de 50 000 décès par an. Et c'est une maladie qui est reliée à la pauvreté pour toutes sortes de raisons, principalement parce qu'il n'y a pas les ressources pour avoir un système d'évacuation des déchets domestiques, donc avec des latrines convenables, de l'eau courante pour pouvoir bien se laver les mains. Donc, on voit qu'il y a plus de cysticercose et de ténia dans les pays à ressources limitées. Et puis, donc, c'est la première cause d'épilepsie dans les régions à faible revenu, et jusqu'à 30% des cas d'épilepsie sont causés par, donc un tiers des cas, par la neurocysticercose. Donc, si vous avez un patient qui fait l'épilepsie, il y a déjà un tiers de chances que ce soit causé par la cysticercose. Et c'est aussi une raison importante d'épilepsie qui commence à l'âge adulte. Quand on a quelqu'un qui fait la cysticercose, on retrouve jusqu'à 5 à 10% qui ont une téniase intestinale concomitante. Ça veut dire qu'ils font leur crise d'épilepsie, puis on trouve en même temps un ténia. C'est un peu étonnant, mais c'est parce que normalement, quand on fait la cysticercose, on ne développe pas la maladie tout de suite après l'avoir attrapée. On ne fait pas les crises d'épilepsie tout de suite après l'avoir attrapée, parce que comme on va le voir plus tard, les problèmes arrivent quand le kyste qui est dans le cerveau meurt, provoque une réaction inflammatoire, et là, il y a épilepsie. Tant qu'il est vivant, il ne cause pas de problème, il passe inaperçu. Donc, il peut rester des années ainsi, et la personne a son ténia. Maintenant, le ténia, je ne me souviens plus combien d'années il vit, mais il peut vivre quelques années, mais ça veut dire qu'il a probablement attrapé un autre ténia. Ce qu'il avait mis à risque pour l'avoir attrapé la première fois, ces facteurs de risque sont encore actifs et il va attraper un autre ténia. Donc, 5 à 10% des patients qui font une neurocysticercose, on peut s'attendre à trouver le ténia chez eux. Il y a toujours personne qui a répondu? Aïcha? Non? Et je vois une réponse qui dit l'homme se contamine de façon accidentelle en ingérant directement des œufs du ténia lors de la consommation d'aliments ou d'eau souillée. Les personnes porteuses du parasite peuvent aussi se contaminer elles-mêmes par l'intermédiaire de leurs propres mains souillées. Bon, très bonne réponse. Très bonne réponse. Et quand on mange la viande de porc mal cuite ou pas cuite, qu'est-ce qu'on attrape? Là, vous me donnerez la réponse. Pas de problème. Et 25% des cas de neurocysticercose rapportent avoir déjà passé des segments dans leur selle auparavant. Puis je vais poser une autre question. Est-ce que le ténia se diagnostique facilement? Je veux dire, le ténia, le ver adulte qu'on a dans les intestins, est-ce que ça se diagnostique facilement ou c'est difficile? Et si c'est facile ou difficile, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Et donc, dans la téniase
donc dans les formes massives, donc d'infections massives, c'est-à-dire beaucoup de cysticerques dans le cerveau et ailleurs dans le corps, en général, le ténia est presque toujours présent dans ces cas-là. De temps en temps, on peut avoir une éclosion alimentaire de cysticercose à la suite de la contamination de la nourriture par le cuisinier qui héberge le ver adulte et il se contamine les mains et puis avec les mains ou d'une autre façon contamine la nourriture. Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui peuvent attraper en même temps, lors d'une éclosion, la cysticercose. Donc, c'est une éclosion alimentaire. Donc, en général, quand on a un enfant qui souffre d'une cysticercose, on devrait quand même chercher dans les contacts familiaux quelqu'un qui a peut-être le ténia, hein, et le traiter. Hein. En tout cas, à Montréal, c'est quelque chose qu'on fait de façon de routine, mais on pourrait le faire aussi en Haïti, particulièrement en zone urbaine. Alors, je vais changer de diapo. Voilà. J'espère que je n'ai pas sauté de diapositive parce que je ne sais jamais. Non, c'est bon. Alors, comme la personne a bien répondu, effectivement, on attrape la cysticercose en avalant les œufs et non les larves qui sont dans la viande. Hein. Peut-être que quelqu'un d'autre a répondu par rapport à la viande. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on avale l'œuf, au contact de l'acidité gastrique, la larve de l'œuf est libérée. Donc, ça libère un oncosphère. Et puis, l'oncosphère pénètre dans l'organisme à travers la paroi. Et comme il est encore extrêmement petit, il va passer en circulation et il va aller un peu partout dans l'endroit où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il aille pour perpétuer le cycle. Donc, en général, comme on attrape la cysticercose en consommant la viande, il va aller dans les muscles de préférence, mais il peut aller ailleurs. Donc une fois qu'il est en circulation, il va s'installer au niveau des muscles, au niveau du cerveau, au niveau de l'œil et au niveau de la peau, des tissus sous-cutanés, un peu partout finalement. Alors, sur l'image, on voit ici des petits cysticercles dans un muscle. Dans le kyste, dans le muscle, dans les tissus, il va devenir un kyste donc, qui fait à peu près 5 à 10 mm de longueur. Et on voit ici une image avec le cysticerque dans le muscle. Donc, c'est important de bien maîtriser le cycle. Donc, en général, c'est l'homme qui est l'hôte définitif, qui a le ténia dans ses intestins. Le ténia, en fait, c'est un long utérus, hein, parce qu'il y a la tête du ténia avec le scolex, puis il y a une longue série de proglottis qui sont en fait un utérus, et chacun de ces segments est rempli d'œufs. Donc, en général, on passe avec les selles, les segments, les proglottis dans l'environnement. Ça va dans le sol et l'animal, qui est le cochon, le porc, qui est l'hôte intermédiaire, lui va consommer, il va manger ça, parce qu'en fait, le porc est en plus particulièrement coprophage, donc il aime manger les selles.
Et d'ailleurs, en Inde, c'est un peu le système d'égout. Donc, les porcs qui vivent en liberté, ils mangent tous les sels qui traînent, tous les popos qui traînent sur le sol. Et puis, c'est une fois que le porc mange les œufs, ils vont s'enquister dans ses muscles. Donc, on va avoir un porc contaminé avec des cysticerques. Et puis, quand on mange la viande insuffisamment cuite, là, à ce moment-là, la larve qui est à l'intérieur va se libérer. La larve, c'est pratiquement le ver adulte, hein, et qui est déjà au niveau de l'intestin, donc elle va se libérer et elle va aller un peu plus loin dans l'intestin, maturer et devenir un ténia adulte. Donc, l'œuf qu'on élimine, l'embryon hexaconte, il va s'enquister sous forme de larve, et puis on mange la larve est libérée, et puis elle va au niveau de l'intestin causer le ver adulte. Maintenant, si nous, on fait ce que le porc fait, c'est qu'on mange l'œuf, ben là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les embryons vont venir s'installer vraiment au niveau de notre corps, un peu partout, au niveau des muscles, mais c'est là où on n'aime pas qu'ils s'installent, c'est au niveau du cerveau, donc va causer la neurocysticercose et les problèmes associés. Donc, c'est un cycle fécal-oral. Environ 5 à 40% des personnes qui hébergent le ver adulte peuvent développer une cysticercose. Et le cycle d'auto-infection intense par le cycle fécal-oral est un risque pour le porteur du ténia, mais aussi pour ses contacts familiaux. Et là, on peut avoir un grand nombre de cysticerques. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, dans les formes massives, en général, on porte le ténia nous-mêmes. Alors, donc, ce n'est pas un problème unique en Haïti, il y en a un peu partout dans le monde, en Amérique centrale, en Asie, en Afrique. Au Pérou, par exemple, des études de prévalence, il y a 12% des épileptiques sont séropositifs, alors que les individus sans épilepsie, il n'y a que 1% qui sont séropositifs. Donc, on voit vraiment la relation entre épilepsie et la cysticercose. Et à Montréal, quand même, on voit assez de cas qui viennent d'Haïti avec la cysticercose. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu la distribution. Donc, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et on voit ici la jolie île d'Haïti qui est en bleu foncé. Alors, donc, comme manifestation clinique, donc la cysticercose, c'est souvent dans les muscles, on va les avoir, les tissus sous-cutanés et le cerveau, ensuite l'œil. Hein. Parfois, il peut y en avoir au niveau du foie, du cœur, dans les poumons, la cavité abdominale et rarement au niveau de la moelle épinière. Alors, maintenant, on va rentrer dans la neurocysticercose. Alors, la neurocysticercose, il faut l'organiser. Il y a comme trois grandes formes de neurocysticercose. Il y a la forme qui va aller dans le parenchyme, il y a celles qui vont dans les ventricules et celles qui sont dans l'espace sous-arachnoïdien. Et c'est un peu la même classification au niveau de la moelle épinière, sauf qu'il n'y a pas de ventricule, évidemment. Et les atteintes sont différentes, en particulier au point de vue de la gravité. Donc,
en général, l'atteinte dans le parenchyme, qui est heureusement la plus fréquente, est la moins grave. Et c'est celle qu'on voit beaucoup chez l'enfant. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, le kyste vivant au niveau du cerveau provoque peu de réactions inflammatoires. Il peut rester là plusieurs années. Et quand il meurt, là, le cerveau dit qu'il y a quelque chose de pas normal, et puis il va essayer de s'en débarrasser par une réaction inflammatoire. Et, là, on va voir les manifestations. Donc, comme on s'attendrait, au niveau du cerveau, du parenchyme, la présentation, ça va être les crises d'épilepsie, focale ou généralisée, et aussi, il peut y avoir une atteinte neurologique, dépendamment où le kyste est situé et où il meurt. S'il meurt dans la région pariétale, on peut avoir un syndrome moteur ou sensitif, et ainsi de suite. Et alors, en général, il va y avoir le kyste avec une réaction inflammatoire autour. Donc, on va avoir de l'édème et l'imagerie est vraiment importante pour pouvoir savoir qu'est-ce qui cause cette crise d'épilepsie qui arrive comme ça de nouveau chez un individu qui n'avait aucun antécédent. Et évidemment, il peut y avoir quelques kystes, mais il peut y en avoir énormément. Et s'il y en a énormément, à ce moment-là, en plus de l'épilepsie ou des signes focaux au niveau du cerveau, on peut avoir de l'hypertension intracrânienne avec vomissements, céphalées, et qui peuvent aller jusqu'à l'engagement et causer vraiment la mort du patient en phase aiguë. Alors, les manifestations qu'on peut avoir associées à la forme parenchymateuse, ben, c'est comme on peut l'imaginer, c'est beaucoup l'épilepsie. Donc, il y a presque 80% des cas, des maux de tête qui vont avec, bien sûr. Comme on avait dit aussi, il peut y avoir des déficits neurologiques, moteurs, sensitifs, visuels. Il peut y avoir augmentation de la pression intracrânienne dans les cas avec beaucoup de kystes, des problèmes de marche visuelle, une forme de méningite et atteinte des nerfs crâniens et altération de l'état de conscience jusqu'à presque 5%. Alors, donc, on va parler un peu juste un petit rappel anatomique. Moi, ça me fait toujours du bien de me remettre dedans. Donc, on a ici le parenchyme avec une circonvolution et on voit la petite membrane violet, et ça, c'est la pymère. On a l'arachnoïde, qui est une espèce de tissu comme un filet qui sépare la dure mère de la pymère. Et c'est là où il va y avoir le liquide céphalorachidien qui est à ce niveau-là. Et on a nos fameuses granulations de plaquionil qui en fait sont une espèce d'herniation de l'arachnoïde à l'intérieur du sinus veineux, et c'est par là que le liquide va être réabsorbé. Hein. Donc, on va voir où est-ce qu'il est produit, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'il va être réabsorbé. Donc, si on a un processus inflammatoire important et chronique, ou inflammatoire important, ces granulations vont se boucher d'une certaine façon, ne seront plus fonctionnelles. On ne peut plus réabsorber le liquide céphalorachidien et on peut faire à ce moment-là
l'hydrocéphalie. C'est un peu ce qui arrive quand on fait une méningite, hein, bactérienne, par exemple. Ces granulations ne permettent pas au liquide céphalorachidien de circuler d'une certaine façon, parce que dans le liquide céphalorachidien, il y a beaucoup de produits, des déchets, de toutes sortes qui doivent être nettoyés et enlevés du liquide céphalorachidien. Donc, ça, c'est juste pour faire un petit rappel, parce qu'on va en revenir là-dessus souvent. C'est les ventricules, le cerveau, ici c'est le quatrième ventricule, l'aqueduc de Sylvius, entre le quatrième et le troisième ventricule. Donc, le liquide passe du quatrième ventricule à travers le foramen de Magendie et de Louchka pour passer dans l'espace sous-arachnoïdien. Hein? Et là, après, il va aller, une partie va aller dans la moelle, puis une partie va aller autour du cerveau. Alors, ça aussi, c'est un tableau qui explique l'aspect des kystes quand on les voit à l'imagerie. Alors, quand on fait un scan cérébral, le kyste vivant, on l'appelle le kyste vésiculaire. Lui, il est vivant, il est dans le parenchyme et il n'y a pas de réaction inflammatoire. Alors, il va avoir l'aspect, je vais vous montrer des images tout à l'heure, il va avoir l'aspect d'un kyste avec un contenu clair, donc noir, mince, ah, et puis avoir, donc, souvent localisé à la jonction de la substance blanche et grise, dans lequel on peut voir un cysticerque. C'est des gens qui, comme on avait dit, tant que le kyste est vivant, en général, ils n'ont pas de symptômes, mais c'est des patients qu'il faudra traiter. On va voir comment on va le faire, probablement au prochain cours. Le stade suivant, donc si vous voulez, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, on a ici un kyste et un petit point blanc à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'image du hole and a white point en anglais. Donc, c'est un kyste qui est vivant et qu'il n'y a pas de réaction inflammatoire autour. On voit bien le scolex. Donc, le petit point blanc correspond au scolex. On le voit ici encore, un petit point blanc avec le scolex. Alors, quand on voit cette image avec de kystes noirs comme ça, donc avec un liquide qui est de la même intensité que le liquide céphalorachidien, avec un point blanc qui a à peu près cette taille-là, on dit que c'est une image pathognomonique de la cysticercose. Donc, on n'a pas besoin de faire d'autres tests, on n'a pas besoin de biopsier le cerveau pour savoir que c'est une neurocysticercose et que ce n'est pas autre chose comme un cancer, par exemple. Donc ça, c'est le kyste au stade vésiculaire et il est vivant. Il n'y a pas de réaction inflammatoire, il n'y a pas d'édème périlésionnel et en général, on va le traiter. Maintenant, après quelque temps, ce kyste meurt parce que ces kystes, ils ont leur vie aussi. C'est un peu comme nous. Au bout de quelques années, ils finissent par mourir. Et on va voir à ce moment-là, le contenu qui était liquide clair va devenir opaque. Donc, sur le scan, il va devenir moins noir. Et il va y avoir du rehaussement autour du kyste et de l'édème autour du kyste. Le rehaussement, c'est la paroi. C'est la paroi qui est très active, qui va devenir très blanche, donc qu'on va voir beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le rehaussement. Donc, le rehaussement, c'est autour de la lésion, tandis que l'édème, c'est dans le tissu autour du kyste. Hein, le rehaussement, c'est vraiment la paroi du kyste qu'on voit beaucoup mieux. Et en général, c'est les gens qui vont avoir des symptômes, donc de crise, de convulsion,
Et comme on avait dit, s'il y en a beaucoup, ils peuvent faire de l'hypertension intracrânienne. Même si les kystes sont en train de mourir, en général, on les traite parce qu'on s'est rendu compte que quand on traite les patients avec des kystes au stade colloïdal, ils ont moins tendance à faire de l'épilepsie plus tard. Est-ce que c'est parce que on va traiter en même temps un autre kyste vivant qu'on n'a pas réussi à voir? En tout cas, les études ont bien démontré, parce qu'il y a eu de la controverse à un moment donné, mais finalement, des études contrôlées, randomisées, ont montré que les kystes, en particulier quand on n'en voyait même qu'un seul, ce qu'on appelle le CEL, c'est Single Enhanced Lesion, on se rendait compte que quand même, il y avait un meilleur pronostic avec moins d'épilepsie sur un suivi de plusieurs années. Donc ça, c'est le kyste colloïdal. Donc il est en train de mourir. Et le stade subséquent, il devient nodulaire. On appelle ça nodulaire ou granulaire. Donc là, c'est le kyste qui s'involue. Là, que le kyste est en train de mourir, il y a la réaction inflammatoire autour. Maintenant, il commence à rapetisser. Il devient plus petit. Il devient plus opaque. Il peut y avoir du rehaussement autour, donc dans la paroi du kyste, mais en général, on n'aura pas d'édème. Et puis, il peut y avoir aussi des kystes, des crises convulsives à cause de la présence un petit peu de ce rehaussement et de certaines activités inflammatoires autour. Et le traitement, à ce moment-là, dans le cas où est-ce qu'il est rendu au stade nodulaire ou granulaire, ne va pas changer grand-chose dans l'évolution du patient. Et enfin, le dernier stade, c'est le stade où est-ce que ce nodule va se calcifier. Et comme on va le voir tout à l'heure, ça va être la cause d'épilepsie résiduelle, souvent focale. Et évidemment, comme il est calcifié, le traitement antiparasitaire n'est pas indiqué. Donc là, je vais reprendre un peu, mais avec l'image du scan. Donc, comme on a dit tout à l'heure, un petit rond noir, donc un kyste avec un petit point blanc à l'intérieur, le stade vésiculaire. Le stade, le subséquent, c'est le colloïdal avec le kyste avec un peu d'édème autour et du rehaussement. Donc là, ici, on voit le rehaussement. Et je n'ai pas une belle image de forme granulaire, mais je l'ai sur d'autres images. Et ici, évidemment, on a les formes calcifiées. Alors, donc, encore l'image du scolex à l'intérieur du kyste. Donc, ici, on a des scolex. Et selon, bon, ça, c'est une imagerie à la résonance. Donc, selon que c'est T1, TH1 ou TH2, je veux dire T1 ou T2, l'image est différente, mais on voit vraiment qu'il n'y a vraiment aucun édème autour de la lésion. Là, c'est différent. Donc, on a une image avec de l'édème, du rehaussement. Le rehaussement, on le voit très bien. Hein, la paroi est très blanche et il y a cette espèce de flou noir autour qui est l'édème. Et donc, ici aussi, on le voit en T2. Donc, T2, en général, à la résonance, ça correspond... le liquide devient blanc et le reste est noir. C'est comme l'inverse de l'image classique qui est la T1, où est-ce que le liquide est noir, un peu comme au niveau du scan. Donc, le kyste colloïdal, donc ça, c'est le stade où il commence à mourir, réaction inflammatoire, édème. Et le kyste, ça, c'est encore l'édème vasogénique, puis avec l'inflammation, le kyste à l'intérieur. Donc, parfois, on peut voir le scolex au niveau colloïdal, mais pas toujours.
avec l'édème. Donc, ça, c'est vraiment le kyste, le stade colloïdal. Et ici, je dirais un stade granulaire avec un bon rehaussement périlésionnel, mais on ne voit pas vraiment d'édème autour de la lésion. Alors, un kyste avec du rehaussement. Hein, donc, normalement, le kyste vésiculaire, il n'y a pas de rehaussement, donc c'est un kyste qui est en voie de dégénérescence. Et les lésions calcifiées qu'on voit ici. Alors, pour ceux qui ont accès à la résonance et au scan, en général, on voit très, très bien les calcifications au scan et on ne les voit pas à la résonance magnétique. Donc, nous, en général, on a tendance à faire les deux imageries pour pouvoir poser le diagnostic et pour pouvoir, pas seulement poser le diagnostic, mais des fois, on nous envoie des cas, puis on nous dit, est-ce qu'il y a une cysticercose dedans? Donc, nous, on veut savoir s'il y en a ou pas. Alors, on doit trouver des indices, faire la sérologie, faire l'imagerie, chercher les parasites dans les selles, voir s'il n'y a pas des larves calcifiées dans les tissus mous. Et ce n'est pas toujours facile, hein, parce que comme vous allez voir, parfois l'imagerie n'est pas aussi jolie que ce que je vous montre là. Alors, en général, essayez d'avoir les deux, donc et le scan et la résonance pour pouvoir distinguer la cysticercose d'autres maladies. En particulier, c'est que le scan va vous permettre de voir les calcifications, ce que ne permet pas la résonance de le faire comme il faut. Alors, donc, les convulsions donc, correspondent au moment de la mort du cysticerque et comme on le voit sur les images ici, donc on a une lésion, on a l'édème. On voit que ce kyste-là est plus grand hein, que les autres. Il y a l'édème périlésionnel, donc tout ce blanc autour. Il y a aussi le rehaussement périlésionnel et il va en général donc avoir une crise de convulsion généralisée. Puis, avec le temps, il va guérir, ça va passer, puis il va lui rester une calcification. Bon, la calcification est là. De temps en temps, elle peut causer ça devient comme un foyer épileptogène. Non seulement il y a un foyer épileptogène, mais quand ils ont fait des suivis de patients un peu prospectifs, systématiques, ça je pense surtout été fait au Pérou. Donc, ils voient ce patient-là, il lui faut il y a un scan, on voit une calcification et le patient est asymptomatique. Tout d'un coup, il revient parce qu'il convulse. Puis là, quand on convulse, évidemment, on répète le scan. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'édème autour de la calcification. Mais on dit, mais comment ça se fait? Le kyste est déjà mort. Comment ça se fait qu'il y a de l'édème autour? Alors, on se rend compte que le cerveau n'aime pas avoir, je crois, c'est une explication qui a beaucoup de sens, à mon avis. Le cerveau essaye de faire le ménage de sa maison et quand il y a des foyers comme ça, il essaye de s'en débarrasser. Alors, excusez-moi, je vais juste enlever ça. Voilà. Il essaye de s'en débarrasser et puis il va donc provoquer une petite réaction pour enlever le calcium et il va exposer de nouveaux antigènes à la surface. Et ces nouveaux antigènes vont être connus par notre système immunitaire comme une nouvelle
une nouvelle agression et il va envoyer une réaction inflammatoire contre cet agresseur et provoquer de l'édème et donc une crise d'épilepsie. Donc, ce système est très sensible à la corticothérapie. Donc, les gens qui reçoivent une corticothérapie pour une raison ou pour une autre vont, s'ils ont des foyers de calcification au niveau du cerveau, peuvent convulser, surtout si on donne la prednisone pendant un certain temps et qu'on l'arrête brusquement, ça va déclencher ce processus inflammatoire autour des calcifications, qui est tout simplement qu'il y a des nouveaux antigènes du cysticère qui sont exposés à la surface, qu'on ne connaissait pas, et qui vont susciter une réaction inflammatoire. Et en général, la convulsion va être plus de nature focale qu'au moment où le kyste initial vivant meurt, qui lui va donner plus une convulsion plutôt généralisée. Donc, vous voyez ici une image de la résonance et on voit la calcification. Et la calcification à la résonance, on la voit en noir. Mais c'est pas la meilleure façon de déterminer la présence de calcification ou non. Et puis, il y a cet édème périlésionnel autour d'une lésion calcifiée. Alors, ce qu'on a vu, c'était un kyste de temps en temps, ou quelques kystes qui sont au niveau du parenchyme, il y en a un qui meurt ou deux qui meurent, et on a de l'édème, la patiente convulse, il peut y avoir un déficit moteur ou sensitif, dépendamment de où se passe ce décès. Et là, on a une image de la forme encéphalitique. Donc, vous voyez le nombre énorme de kystes dans le cerveau, où est-ce qu'il y en a beaucoup, et puis qui peut être fatal, comme dans ce cas-là. Et c'est clair qu'un patient comme ça, il n'en a pas juste dans le cerveau, il y en a ailleurs. Donc, kyste cérébraux d'un patient atteint de cysticercose avec environ 300 kystes sous-cutanés. Donc, ici, c'est un patient on voit les petits cysticerques, hein, il y en a un grand nombre. Voilà. Et donc, l'image qu'on avait, c'était son image à lui, et il n'est pas mort. Alors, je vous dis tout de suite, les patients qui ont une image comme ça, il ne faut pas les traiter. Parce que si vous les traitez et qu'ils meurent, tous ces kystes vont mourir ensemble, ils vont faire une telle réaction inflammatoire avec autant d'édème et ça risque d'emporter le patient. Donc, en général, on est mieux de les surveiller. Et curieusement, ces cas-là finissent par guérir par eux-mêmes. Alors là, on va juste faire un petit rappel pour la cysticercose, là, pour la forme dans les ventricules, et il y a la forme sous-arachnoïdienne. Donc, il y a trois formes principales. Celle du parenchyme, on vient de la voir. Maintenant, on va voir celle des ventricules. Donc, ici, on a le ventricule latéral. Ici, il y a le foramen interventriculaire qui vont ouvrir dans le troisième ventricule. Après ça, il va y avoir l'aqueduc de Sylvius et on va aller au niveau du quatrième ventricule qui est entre le pons et le cervelet. Hein? Et évidemment, on a les espaces sous-arachnoïdiens. Alors, la forme intraventriculaire, c'est quand on a les cysticerques qui sont allés s'installer à l'intérieur des ventricules. Donc, vous avez une image ici de résonance. La résonance,
est très bonne pour pouvoir voir les formes à l'intérieur des ventricules. Au scan, on n'arrive pas à les voir. Et parce que, comme on avait dit, le liquide qui est à l'intérieur du kyste est isodense avec le liquide céphalorachidien. Donc, et comme la paroi du kyste est fine, on ne les voit pas. Mais à la résonance, on les voit, comme vous le voyez ici, beaucoup mieux. Donc, vous avez plusieurs kystes à l'intérieur. C'est un monsieur qui était particulièrement malade. Vous avez ici, puis on voit même le scolex ici à l'intérieur. Là, vous en avez un autre là. Et ici, on a l'image en T2, donc l'image inversée. Donc, le point blanc devient noir et le liquide devient blanc à l'intérieur du parenchyme. Et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ces kystes qui sont dans le ventricule? Alors, des fois, le kyste, il est flottant, donc il n'est pas fixe, donc il peut bouger. Et tout d'un coup, il vient boucher l'ouverture du kyste vers le troisième ventricule. Et puis là, ça va causer comme une hydrocéphalie aiguë avec vomissement, vertige. On appelle ça le syndrome de Brune. Donc ça, c'est l'espèce d'obstruction soudaine. Le problème, donc, au niveau des ventricules, ça va être l'obstruction au flot du liquide céphalorachidien avec hydrocéphalie. Donc, elle peut se manifester de façon aiguë quand le kyste est flottant qui va boucher l'ouverture, si vous voulez, du ventricule. Et si le kyste n'est pas flottant et puis qu'il y a une obstruction qui est plus progressive, ben on va avoir un tableau plus classique de céphalée, vomissement avec hydrocéphalie progressive. Pourquoi le kyste va... Parce qu'il va y avoir dans le liquide céphalorachidien une réaction inflammatoire, donc causée par la présence du kyste dans les ventricules, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Et cette réaction inflammatoire va boucher les ouvertures et aussi la réabsorption du liquide céphalorachidien. Alors là, on le voit. Ici, on en a deux. On a ici des images de kystes avec du rehaussement autour. Hein, donc, ça ressemble à le stade granulaire. Hein, il n'y a pas trop d'édème autour. Et on a des beaux kystes à l'intérieur des deux ventricules latéraux. Alors, peut-être, vous voulez laisser peut-être 5 minutes à la fin pour les questions? Parce que déjà, le temps a passé vite, c'est bon. Oui. OK, alors je vais arrêter tout de suite et je vais laisser la place aux questions. Si le rythme est trop lent, vous me dites, hein, je peux aller plus vite pour la prochaine fois. D'accord. Et si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez peut-être retirer votre micro et parler ou écrire dans le chat, je pourrais poser la question. Alors, je vais regarder dans les discussions. Allô? Oui? Non, pas vous, je vois quelqu'un retirer le D'accord. micro. Il y a des questions? Bonjour. 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 Je vous félicite, docteur, pour cette présentation. Moi, je suis de l'hôpital La Providence de Gonaïves. Donc, ma question, ça concerne les corticoïdes. En fait, j'ai cru comprendre qu'il y a un problème avec les corticoïdes, mais je n'ai pas trop bien saisi. Est-ce que vous pouvez me faire un petit rappel, s'il vous plaît? D'accord. Alors, quand j'ai parlé des corticoïdes,
c'était en lien avec ce mécanisme que le cerveau a de nettoyer les calcifications du cerveau. Hein. Donc, il y a une espèce d'immunomodulation, si on veut. Le cerveau, de temps en temps, se dit, ah bon, mais là, il faut que je fasse le ménage du printemps. Hein. Donc, je vais essayer d'enlever les calcifications. Puis d'autres fois, il le laisse là tranquille. Hein. Puis il y a des moments où il se décide à le faire. Puis on s'est rendu compte que ce ménage du printemps est comme induit par la prise de corticaux aussi. C'est-à-dire, on va traiter l'édème avec des corticaux, mais on peut déclencher le processus de nettoyage et fabrication d'édème à l'arrêt des corticaux qui ont été donnés pour d'autres raisons. Si vous donnez de la cortisone pour une arthrite pendant quelque temps ou n'importe quelle indication, ça peut déclencher ce processus d'essayer d'enlever la calcification. C'est ça, c'est un peu... C'est un peu... il faut juste être à l'affût de ça, que ça peut arriver, et qu'une des manifestations, une des explications, c'est qu'il y a des calcifications de cysticercose sous-jacente. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que je dois comprendre que les corticoïdes ne sont pas indiqués en cas de, en fait, dans le traitement de la neurocysticercose? Non, ils sont indiqués. Quand il y a de l'édème, il faut les donner. Mais il faut les donner, et en général, il faut les sevrer très lentement. Il ne faut pas les sevrer brusquement. Ça, c'est en général. Hein. Et quand on vous donne les corticoïdes et qu'une personne est suspecte d'avoir fait une neurocysticercose ou elle a des antécédents de neurocysticercose et que vous les donnez pour autre raison, vous les donnez bien sûr, parce qu'il faut les donner, mais il faut faire un sevrage très lent. Hein, c'est le sevrage brusque qui déclenche le processus de ménage de printemps au niveau du cerveau. Mais les corticoïdes sont indiqués si on a un tableau de convulsions avec des crises de convulsions, puis qu'on voit à l'imagerie qu'il y a un bon édème et qu'il y a aussi peut-être de l'hypertension intracrânienne. Non, il faut absolument les donner. Est-ce que je me suis expliqué? Oui, merci. OK. C'est juste un truc un peu intéressant. C'est assez récent, en fait, qu'on parle de ça. C'est juste que vous sachiez comment ça se fait, donc, que je donne des corticos à quelqu'un, puis quand j'arrête, là, il se met à convulser. C'est une des explications. Alors, en général, chez quelqu'un qui a des antécédents de neurocysticercose traités, c'est possible qu'il ait des calcifications. Hein. Donc, on va donner la cortisone, mais on va l'arrêter très graduellement. Au lieu de l'arrêter sur, par exemple, 2 semaines, vous allez l'arrêter sur 6 semaines. Okay. Merci. Et pour le traitement, vous avez parlé effectivement qu'on peut donner un antiparasitaire. Vous n'avez pas précisé les molécules qu'on peut utiliser et la durée du traitement de la neurocysticercose. Mais ça, c'est pour le prochain cours. C'est pour le prochain cours. On va parler du diagnostic et du traitement. Là, on est en train de parler du diagnostic, mais l'imagerie, les manifestations cliniques. Là, mais le prochain cours, on va parler du traitement. Donc, comme ce cours était, je dirais, assez long, on a fait ça en 2 parties. Donc, ici, c'est la première partie. La deuxième partie, et je vais convenir une date avec le docteur Rachel, comme ça, on l'aura. Et on pourra faire la deuxième partie qui sera justement sur le traitement. Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup d'aspects au traitement qui nécessitent du temps et je voulais vous donner quelque chose de plus consistant et de ne pas être stressé par tout donner, concentré et personne ne suit rien là, plutôt le faire calmement. Alors on va répondre à cette question avec tout le temps qu'il faut, mais en général, il faut donner l'albendazole. En général, on donne
les durées, c'est variable. Il y en a qui donnent 1 semaine, il y en a qui donnent 4 semaines. Il n'y a pas vraiment d'études randomisées qui donnent une idée de la longueur. Puis aussi, moi, en général, quand je traite un patient, qu'il est stable neurologiquement, parce que la première chose à faire, d'abord, c'est stabiliser ses symptômes. Donc, on va donner de la cortisone et après, on va donner un traitement pour curatif. Donc, on va donner l'albendazole. On peut la donner pendant 1 semaine à 4 semaines. Et moi, je couvre avec un anticonvulsivant, donc comme la carbamazépine, et aussi une couverture avec des stéroïdes. Et quand on donne les stéroïdes, évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une tuberculose latente et qu'il n'y a pas une strongyloïdiase sous-jacente pour ne pas déclencher une strongyloïdiase disséminée. Mais tout ça, je vais le parler en long et en large pendant au prochain cours. Il est déjà 9 heures, donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez me les envoyer et j'enverrai au Dr. Rachid et vous pouvez les envoyer par email ou vous pouvez les noter pour le prochain cours aussi et on va terminer ce sujet. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, le Dr. Rachid. Hello. Oui? Hello, on a 2 autres. Est-ce que vous avez 5 minutes, Dr. Rachid, pour la question? Oui. Mais Okay, 5 minutes, oui, c'est bon. Je vais pédaler plus vite pour arriver à l'hôpital. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Claire Vinscripton-Dory. Je suis à la conférence à l'hôpital des HPG de Gonaïves. Je vous remercie pour la présentation. Ma question concerne la neurocysticose. J'aimerais savoir, est-ce que, puisque c'est une sorte de complication due à l'infection par Taenia solium de l'intestin, j'aimerais savoir, est-ce que pour avoir la neurocysticose, est-ce qu'il y a une précision à apporter, par exemple, est-ce que cela dépend du type d'œuf qu'il y a au niveau de l'intestin ou est-ce que cela va dépendre de pathologie sous-jacente, si la personne est immunodéprimée, ou bien j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a aussi quand même, dès qu'une personne a cela dans l'intestin, après un certain nombre de temps, la personne finira quand même par rapport à avoir la neurocysticose s'il n'y a pas de traitement qui a été fait. D'accord. Donc, il y a 2 questions. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui influence le développement de la neurocysticose chez l'hôte, comme par exemple s'il est s'il a une immunosuppression. Je n'ai pas lu grand-chose sur l'immunosuppression et la cysticercose. Hein. Je n'ai pas vu grand-chose là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est familier, en tout cas. Donc, je ne pense pas qu'il y a plus de cas ou moins de cas. Et pour répondre à l'autre question, le fait qu'il y a quelqu'un a un ténia, on dit que le risque, et c'est comme qu'il développe la neurocysticose, c'est de 5 à 10%. Hein. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le ténia qui vont développer la neurocysticose ou la cysticercose. C'est un petit pourcentage. Hein, parce que qu'est-ce qui doit arriver? C'est que l'individu qui héberge le ver excrète les selles, les œufs dans les selles, et il finit par un mécanisme fécal-oral de s'auto-contaminer, hein, où il contamine son environnement et puis il se contamine lui-même. Et on dit que ce risque est en tout cas de 5 à 10%, ou dans certains cas, ça peut aller à 25% des cas. Donc, ce n'est pas tout le monde, c'est juste un petit pourcentage qui vont développer la cysticercose quand ils sont porteurs du ténia. Et c'est le ténia solium, ce n'est pas le ténia du bœuf, hein, c'est le ténia solium. Le ténia saginata ne cause pas la neurocysticercose ou la cysticercose chez l'homme. Ça a répondu à votre question? D'accord, merci. Plaisir. OK, merci beaucoup.
Oui. Bonjour, merci à On a une la dernière Dernière question. Oui, au moins une dernière question. Oui. De la présentation de Rachid et parler des signes, c'est-à-dire des vomissements, des épisodes de céphalie, et sans qu'on ait l'imagerie, est-ce qu'il y a un signe pathognomonique de la neurocysticércose? C'est-à-dire, sans qu'on ait accès à l'imagerie, à l'IRM, scan, tout ça, est-ce qu'il y a un signe, lorsqu'on voit, on pense directement à la neurocysticércose? Merci. C'est la question que je ne voulais pas que vous me posiez aujourd'hui. Je réserve ma réponse pour la prochaine séance. En fait, je vais répondre à moitié. Il n'y a pas vraiment de signe parce qu'on ne peut pas être certain du diagnostic. On est certain du diagnostic si on trouve le cysticerque à la biopsie ou si on a l'image pathognomonique. Hein, ça, ce sont les seules façons d'être sûr qu'on a une neurocysticercose. Hein. Et les critères, les évidences indirectes, c'est par exemple quelqu'un qui a un ténia. Ah, on dit, ah, il a un ténia, alors c'est possible, s'il convulse, c'est possible qu'il a une neurocysticercose, mais c'est une évidence indirecte. Hein, il n'y a pas d'élément de certitude. Si on voit un cysticerque sous-cutané, ça aussi, c'est une évidence indirecte que la crise de convulsion est causée par la neurocysticercose si on trouve des cysticerques ailleurs dans son corps. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de... On aimerait bien qu'il y ait ça parce que c'est sûr que, et c'est ça que je veux parler avec vous, c'est quand on n'a pas de scan, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une question, il n'y a pas une réponse facile. Hein. Et je vais discuter avec vous à la prochaine rencontre. Qu'est-ce qui peut se faire par rapport à ça? Mais il n'y a pas une réponse claire. Mais c'est une excellente question. Et OK. Dernière question. Merci. Dernière question. Oui, Bonjour. 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 Je suis Laguerre Francisco. Je suis la conférence depuis l'hôpital La Providence de Gonaïves. Je vous remercie pour cette présentation. Ma question est celle-là. Qu'est-ce qui explique dans l'encéphalite et de l'encéphalite cystéricale la prédominance chez l'enfant et la jeune femme? C'est une bonne question. Hein. Je ne connais pas, je n'ai pas vu de réponse. On sait que l'enfant, parfois, a tendance à mettre toutes sortes de choses dans sa bouche. Il s'expose. Je ne sais pas si... chez la femme, je n'ai jamais rien vu qui dit que les femmes sont plus susceptibles de faire les formes encéphalitiques. Si c'est dit quelque part, je ne connais pas la réponse. Hein. Je ne connais pas la réponse. Mais c'est sûr que la forme encéphalitique, c'est quand on a absorbé une énorme quantité d'œufs, pratiquement un proglottis au complet, là, avec plein qui est bourré d'œufs. On dit qu'un des mécanismes, c'est qu'il y a un antipéristaltisme, puis le ténia, les segments distaux contiennent les embryons matures, hein, qui sont prêts à devenir des larves envahissantes. Ce sont vraiment les segments distaux. Les segments proximaux, les embryons sont immatures, donc même si on les mange, ils ne vont pas causer de problème. C'est vraiment les proglottis distaux qui contiennent les embryons matures. Ça peut arriver qu'ils refluent dans l'estomac. C'est une théorie, hein,
et qu'une fois que dans l'estomac, il va y avoir une libération massive d'œufs et d'embryons qui vont causer les formes encéphalitiques. C'est pour ça que on déconseille de donner, par exemple, quelque chose qui peut faire vomir le patient. Et pour éviter justement quand on traite un ténia, il faut plutôt donner quelque chose qui facilite l'évacuation et pas donner un médicament qui a une tendance à faire vomir le patient parce qu'on a peur de provoquer ce phénomène de reflux et de sarcose massive. Ok, merci. Ça, c'était définitivement la dernière question. Et on va voir. La semaine prochaine, nous n'aurons pas de conférence parce que c'est le 18 mai, donc c'est un jour férié. Et je vois avec le docteur Rachid, la semaine d'après, il serait disponible pour avoir la conférence. Donc, je vous envoie un mail tout de suite et on peut faire le rendez-vous. D'accord. Continuer ce sujet vraiment intéressant. OK, donc on va faire ça. Oui, dans 2 semaines, c'est bon, on va finir. Comme ça reste frais encore. Exactement, 2 semaines. OK? Dans 2 semaines. C'est bon. C'est bon. Hi, Gali.